Salut Captain! Comment ça va, Bouli? Super! Et toi? Comme toi, mais en mieux. Ah, d'accord. C'était possible donc Ah, ça. je crois que je vais vraiment très très bien, moi. Comment ça se passe, Bouli? Tu t'occupes quand même, t'es en post-production là. J'étais en post-production. On a été jusqu'au plus loin de ce qu'on pouvait faire par ce processus un peu particulier quand même, parce que je suis en montage, mais avec mon monteur qui n'est pas à côté de moi. Donc on s'envoie des liens Vimeo, des liens, mais ça ne permet pas de travailler. Donc on a été jusqu'au plus loin du montage image. Là, il reste, on fait l'étalonnage à distance, et puis on commence le montage son à distance. Et puis à un moment donné, dans ce processus-là, on va être bloqué, on va geler le film, et puis on recommencera quand on pourra à nouveau travailler côte à côte, parce qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas tout faire à distance. Quand t'as tourné, c'était quand? C'était au mois d'octobre, au mois de novembre, je pense, hein, ton film West Blood. C'est-à-dire que nous, on a tourné, parce qu'on tournait donc en Écosse, on a tourné en octobre-novembre, et on a fait des reshoots Ouais. le jour avant le confinement, à la mer du Nord. C'est-à-dire que quand on a quitté La Panne, au moment où on quittait La Panne, Knock était fermé. Tu peux situer un peu l'histoire de West Blood. Est-ce que c'est un rapport avec le roman de O'Connor ou rien Non, du non, tout? pas du tout. Alors, le Wise Blood, c'était le titre de dossier, parce qu'à l'époque, il y avait encore un peu de thriller dedans qui a été totalement. Donc, c'est juste une histoire d'amour et ce ne sera pas le bon titre. Donc, on n'est pas d'accord sur le titre encore. Donc, ça se passe sur l'île de Lewis, qui est une île tout à fait au nord-ouest de l'Écosse. Donc, c'est une île qui est presbytérienne. C'est important parce que l'église presbytérienne rythme encore complètement aujourd'hui l'île. Donc, on est vraiment dans un monde à part. Et l'église presbytérienne est une église très radicale. Et donc, c'est l'histoire d'amour entre une femme presbytérienne qui a une soixantaine d'années et un mec, un Belge qui vit là-bas, on ne sait pas pourquoi, et qui au début du film fait un AVC. Et cet AVC implique qu'il a une perte de mémoire provisoire. Et elle profite de cette perte de mémoire pour sortir avec eux, pour sortir avec lui. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas net derrière. Voilà. La particularité de ce film, c'est que c'est un film que tu co-réalises, c'est-à-dire que tu joues dedans, hein, et tu as confié la réalisation du film, enfin, l'œil extérieur en tout cas, à Tim Milland. Milland. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça, c'est quand même très particulier, non? C'est-à-dire qu'au début, moi, je cherchais un casting, un homme, une femme, quoi, une anglaise, enfin, une anglo-saxonne en tout cas, et un comédien français. Et puis, je n'arrivais pas à trouver le comédien français. Et puis, finalement, quelqu'un m'a dit, mais fais-le toi, tu es en train de chercher exactement le même que toi. Et puis, j'ai accepté de faire le truc. Puis là, je me suis dit, on a une réunion de production. Et pendant cette réunion, je me suis rendu compte que jouer en anglais, diriger en anglais, ça allait être vraiment très compliqué. Donc, je dis à l'issue de la réunion, je pense que ça ne va pas aller pour moi. Donc, j'ai eu cette idée. Je me dis, est-ce qu'on peut imaginer que je confie la mise en scène à quelqu'un? Tout le monde a été vraiment très. Puis j'ai vu les yeux de Jacques Henry, mon producteur, qui recrolaient. Donc, je voyais que son cerveau allait super vite. Il dit, mais c'est pas une mauvaise idée. Et je dis, ben, Tim Maylands, avec qui j'avais tourné de Patrick, on s'était très bien entendu, m'avait dit à l'époque, lui, c'est un faiseur aussi. Il fait des séries, il fait les Peaky Blinders, Blinders. le truc de Fargo. Donc, il a l'habitude de faire et il n'aime pas écrire. Donc, moi, j'ai fait l'écriture, je joue dedans, j'ai fait le casting, les décors, évidemment, parce que j'ai habité là-bas. J'ai fait toute la prépa. Et puis, lui, il est venu. La mise en scène, je lui ai donné. On ne l'a pas fait à deux. C'est lui qui la faisait. Je regardais simplement. Je donnais et puis, j'ai repris toute la matière et j'ai fait le montage. C'est un film que j'ai envie de faire depuis 25 ans, je pense. Et tout à coup, je voyais ça, un autre mec qui le réalisait. Mais je pense que j'ai fait le bon choix parce qu'on avait peu d'argent, qu'on nous a recoupé. On a fait le film en 30 jours en Écosse en novembre avec la lumière du jour qui tombe à 3h15. A priori, ce n'était pas possible. Moi, j'y serais pas arrivé. Voilà, j'y serais pas arrivé. Il fallait qu'on soit deux. Moi, j'aimerais qu'on évoque aussi un petit peu toute la profession, hein, Bouli, voir un peu comment ça se passe pour tout le monde. Parce qu'effectivement, il y a toi, il y a les tournages qui devaient démarrer, il y a les tournages qui sont arrêtés, pire. Tu t'imagines, les tournages qui sont arrêtés? Ah ben moi, j'étais dans un tournage qui s'est arrêté. Donc, Ah oui, vous aviez commencé la série Hippocrate, la saison 2. ah oui, on a tourné 2 mois déjà. On a fait un tiers de la série. C'est-à-dire qu'il y avait 6 mois de tournage, on a fait 2 mois de tournage et puis elle s'est arrêtée. Nous, on tournait en plus dans un hôpital.
avec des infirmiers urgentistes qui travaillaient avec nous. Moi, j'étais le chef du service des urgences, donc je la voyais venir, cette grosse merde. J'en parlais avec les gars avec qui je travaillais. Le réalisateur est médecin. D'ailleurs, lui et une partie de l'équipe, ceux qui étaient l'équipe médicale de base, ont arrêté le tournage. Ils se sont portés volontaires et travaillent maintenant en urgence dans le même hôpital qui est l'hôpital dans lequel on tournait. Incroyable. Ah, c'est une histoire de fou, quoi. Oui. Et donc, moi, j'ai des amis avec qui, donc les infirmières urgentistes qui étaient mes infirmières, puisque c'est elles qui me montraient les gestes techniques, parce que je dois savoir tout faire dans cette série. Elles bossent en première ligne tout le temps, quoi, tous les jours, et le réalisateur aussi. Et tout le matériel qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait, une aile de bâtiment désaffectée dans cet hôpital, donc l'hôpital Badinter à Aulnay-sous-Bois. Tout ce qu'on avait, nous, on avait 2 étages avec des lits, avec du matériel hospitalier. Tout a été donné. C'est-à-dire qu'on a perdu tous nos décors aussi. Nos décors ont servi pour pouvoir absorber le nombre de patients dans cet hôpital-là. Ce qui est normal, mais je trouve ça super que là, du coup, on a rejoint complètement la vie. Et la série parlait, à travers plein d'histoires, de l'effondrement du système sanitaire en France. C'est en sous-texte. Ce qui revient régulièrement dans cette série, c'est l'effondrement de ce système sanitaire sous-financé, avec des conditions de travail absolument déplorables. Et donc, on a été rejoint par la réalité le plus vite que prévu, quoi. Comment t'expliques que personne n'ait rien vu venir, les politiques? Mais on a vu venir, et on a vu venir. Seulement, on est dans une logique économique et on fait fi des avertissements. On a vu venir. Quand il y a eu H5N1, plus toutes les alertes sur ce nouveau virus potentiel, Loretta Onkelins, à l'époque ministre de la Santé, a fait des réserves stratégiques de masques. C'est comme ça qu'est née cette réserve stratégique de masques. Et puis, pour des raisons économiques, on a décidé qu'ils étaient périmés, mais ce qui n'était valable que pour l'élastique du masque, pas pour le masque en lui-même, et on a détruit le stock. Mais surtout, on ne l'a pas renouvelé. Et on n'a pas détruit le stock il y a 2 mois, on a détruit le stock il y a 3 ans. Ça veut dire qu'il y a 3 ans qu'il n'y a plus de réserve stratégique de masques. Donc, on est dans une logique. Et après, on dit, oui, mais on voulait les renouveler via quelque chose qui nous permettait de moins dépenser de l'argent, mais en sachant très bien que cette espèce de lasagne institutionnelle belge allait rendre la chose impossible à acter, comme plein de choses. Alors, du coup, c'est dit, ouais, mais c'est les régions, les entités fédérées, le fédéral. Ouais, ça, je m'en fous, moi, de ça. Ouais, mais Bouli, on n'est pas les seuls. C'est-à-dire que regarde le merdier partout. Quelle est la pensée qui domine le monde? C'est la pensée libérale. Donc, on n'est que dans une logique comme celle-là. Évidemment, on fait fi d'avertissements sanitaires qui pourraient ne pas arriver. Donc, surtout ne pas dépenser de l'argent pour ça. Puis, personne n'ose dépenser de l'argent parce qu'on est en récession permanente et que tous les comptes, tout ce que tu dépenses, tu dois rendre des comptes tout le temps. On est dans cette logique économique et personne n'ose plus prendre de décision. À long terme, on n'investit plus sur le long terme et sur un truc sécuritaire comme la santé, qui est quelque chose qui est totalement, qui rapporte rien en plus la santé. Ça coûte la santé. Donc tout le monde savait que ça allait venir, mais tout le monde se dit ouais, ben, on s'en fout, ce sera pour la législation suivante, mais c'est pas pour nous. Et on fait, on rogne par-ci par-là, quoi. Et on en arrive à des situations. Ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont déjà eu des cas d'épidémie, ce que nous on n'a plus du tout. Donc on n'a pas le réflexe. C'est ceux qui ont en Corée du Sud, à Hong Kong, Taïwan s'en sort. Eux, ils s'en sortent parce qu'ils avaient une task force qui était prévue et qui prenait le relais directement du politique. Nous, on a quand même commencé la crise sans gouvernement et avec la première semaine, tout le monde se posait la question pour savoir combien de ministres de la Santé on était. Ça vacillait entre 6, 7, 8, 9 ou 10. Personne n'était d'accord, même pour le décompte du nombre de ministres de la Santé. Tu dis, bah là, tu pars pas gagnant avec une équipe pareille. Finalement, ce basculement dans le confinement est la porte d'entrée au début du marasme, en fait. Écoute, moi, je ne suis pas particulièrement optimiste pour l'avenir de la société. Je veux dire, tous les paramètres sont en alerte, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, que ce soit toutes les ressources naturelles qui ont été exploitées. On a dépassé des pics d'exploitation de pratiquement toutes les ressources naturelles qui font que l'économie peut exister chez nous. Le bouleversement climatique est avéré maintenant. Voilà, il y a plein de paramètres qui convergent, qui se disent. Et puis surtout, toujours ce modèle économique qui est basé sur la croissance et sur le profit, qui continue d'exister et d'être la seule philosophie qui gère le monde finalement. Au tout début de la crise, tout le monde disait je pense qu'il va y avoir un avant et un après. Moi, je pense que ça, c'est déjà fini. Je pense qu'il va y avoir un avant et après, il y aura un avant encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'on va vouloir rattraper
toute la FEB, tous les économistes poussent à fond pour la relance, mais forte et vite rattrapée le temps qu'on a perdu pendant juste 6 semaines. Hein. Pour le moment, ce n'est pas non plus dingue, quoi, hein. Les dinosaures ont vécu 226 millions d'années. Donc, ça fait 6 semaines qu'on est confinés, c'est déjà la fin. Donc, tu sens qu'il y a une volonté de rattraper ce qui a été perdu. Et je me dis, ça va être pire peut-être, parce qu'on va réaccélérer le processus de consommation pour pouvoir rattraper et remonter le PIB, essayer de limiter les pertes et tout ça, alors que c'est un modèle économique Oui, mais complètement différent qu'on doit amorcer maintenant. tu prêches pas mal pour ça, hein. C'est à la responsabilité citoyenne. Moi, dans mon quotidien, ça fait un moment donné que j'ai amorcé la chose. Bien sûr. Je t'avoue que moi, de ne plus tourner dans la série pour le moment, ça m'arrange très bien, parce que je n'avais plus envie. Pas de la série, mais le cinéma même. Pas à ce rythme-là, pas juste faire du cinéma pour faire du cinéma. Donc moi, effectivement, j'ai investi tout mon argent j'ai acheté le maximum de bouts de terrain que je pouvais acheter pour pouvoir faire des récoltes. Donc, je suis là-dedans à fond. Pour le moment, je jardine. Évidemment, je ne peux pas être en autarcie, mais au moins, je réapprends les cycles. Ça fait des années que je jardine, mais là, on fait tout nous-mêmes. On fait nos graines, on refait nos boutures, on fait tout. Et on élargit la surface potagère, ce qui fait qu'on est pratiquement en semi-autarcie pour les légumes donc, et pour les féculents. Donc, c'est déjà beaucoup. Je pense qu'il faut revenir aussi aux gestes essentiels. Tu ne peux pas vivre que de ça, évidemment. La société doit continuer à… Mais voilà, nous, ça fait longtemps qu'on ne mange que du local, qu'on est dans les circuits courts. Mais c'est des petites choses. On ne peut faire que des petites choses. Je ne me vois pas… et puis avoir des coups de gueule de temps en temps, si ça peut aider. Mais je ne peux pas, moi, inventer Bouli Lanière, c'est inventer un modèle économique. Je ne suis pas qualifié pour ça. L'industrie, pour revenir au cinéma, est complètement à l'arrêt. Complètement, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de festival, il n'y a plus de sortie salle, il n'y a plus de diffusion, il n'y a plus de tournage, il n'y a plus rien du tout. Et je pense que nous, le théâtre, les concerts, la musique, tout est à l'arrêt. Même s'il y a des mesures de déconfinement qui commencent à se prendre, je ne vois pas comment nous, on peut appliquer ce genre de déconfinement. Avec la distanciation sociale sur un tournage, c'est impossible. En théâtre, je ne vois pas non plus comment on peut réouvrir les salles avec 1,50 m entre chaque spectateur. C'est complètement à perte. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir de tournage avant un moment et il ne va pas y avoir de sortie de salle avant un moment. Il va peut-être falloir réinventer les sorties via les plateformes. Donc, moi, je m'attends aussi éventuellement à ce que mon film, si jamais ça ne se décoince pas, qu'on trouve un processus pour arriver à terminer le film malgré tout à distance, réinventer la profession en fonction des problèmes qu'on vit pour l'instant. Et si le film ne peut pas sortir en salle, ne le faire sortir que sur les plateformes. Si jamais il n'y a pas de sortie salle avant 1 an ou 2, ou je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, on ne peut rien savoir. En fait. Cher Bouli, ça a été un plaisir, comme à chaque fois. Hein. Ben oui, c'est réciproque. C'est bizarre de se voir comme ça. Je me réjouis quand même qu'on puisse se voir et se tenir dans les bras. Et se boire une bonne Orval. Tout ce que tu veux. De toute façon, on est tous devenus alcooliques. Pour toi bien. Ouais, porte-toi bien. Ciao.